C'est la brigade du tigre. Plus d'un tiers des internautes français l'a déjà fait. Télécharger gratuitement des films, des séries télé, des jeux, de la musique. Une pratique tellement courante que les pirates ont rarement conscience d'enfreindre la loi. Je ne le considère pas vraiment comme un pirate, parce qu'un pirate, c'est plutôt quelqu'un qui vient chercher des codes ou décoder quelque chose ou voler. Pour freiner ces pratiques, le gouvernement présente une nouvelle loi à l'Assemblée nationale, avec un objectif affiché, la protection des droits d'auteur. Internet a été placé sous surveillance. En 2009, la France a procédé à 514 813 demandes d'accès au log, c'est-à-dire pour savoir qui a téléphoné ou envoyé un mail à qui, quand, d'où, pendant combien de temps. Et tout ceci étant conservé par les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet. Alors, vous l'avez compris, le très haut débit permet de faciliter, par exemple, le téléchargement de musique ou de films sur Internet, mais dans le même temps, la traque contre les copies gratuites s'intensifie. 50 internautes, on en parlait récemment, ont été visés par des plaintes déposées par l'industrie du disque. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'être invité à participer à vos travaux parce que nous sommes arrivés à un point dans nos réflexions et dans nos actions à la CNIL où il est important de savoir que le Parlement se saisit maintenant de ces questions. Au fond, d'une certaine manière, nous aurons été une espèce de transmetteurs. Et c'est, je crois, notre rôle précisément de le faire, c'est-à-dire qu'à l'endroit où nous sommes placés, nous voyons des évolutions se produire. Notre travail, je crois, c'est d'essayer de les comprendre et puis ensuite de transmettre vis-à-vis du Parlement pour que le Parlement voit s'il a à prendre des initiatives en la matière. Donc c'est vraiment très important pour nous. C'est également une espèce de geste qui nous encourage. L'idée générale que je voudrais développer, c'est que dans une démocratie, au fond, dans la matière qui est la nôtre, il y a deux exigences fondamentales. La première, qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises au sein de votre commission lors d'autres auditions, c'est la nécessité, bien sûr, d'assurer la transparence de l'État. La transparence de l'État peut être analysée comment? Bien tout simplement par le fait que la CNIL est en charge du contrôle des fichiers régaliens et d'autres fichiers, bien sûr. Mais deuxièmement, une autre condition de la démocratie dans notre domaine, c'est que on aborde la question de l'opacité du citoyen. C'est-à-dire que le citoyen doit être opaque à l'égard du regard de l'État. Il faut que le citoyen soit opaque, comment? Eh bien, en disposant d'une véritable identité, en disposant d'une réelle intimité. Il faut que le citoyen puisse préserver la bulle dans laquelle il vit, c'est-à-dire son environnement extraordinairement proche de lui, dans laquelle il y a les données personnelles, son intimité donc, son identité. Ce que les anglo-saxons appellent la privacy, ce que nos cousins québécois appellent la privacité. Et donc effectivement, cette opacité est indispensable. Et c'est vraiment un signe de reconnaissance d'une démocratie, et notamment d'une démocratie numérique, à savoir que il faut que l'État ne voit plus, ne puisse pas voir au travers du citoyen. Si nous ne disposons pas d'une identité constituée, protégée, parfaitement reconnue, si notre intimité physique et mentale est soumise à des aliénations, évidemment à notre insu et contre notre corps défendant, alors l'État voit au travers de nous et on pourra se dire que ça ne valait vraiment pas la peine de se battre pendant des siècles, ou tout au moins 2 siècles depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si c'est pour abandonner nos libertés fondamentales au moment de l'entrée dans la société numérique. L'enjeu est réellement là. À titre de comparaison, le pays le plus peuplé de l'Union européenne, l'Allemagne, n'en a réalisé que 12 684, c'est-à-dire 42 fois moins que la France. La volonté de surveiller les internautes a découlé des attentats du 11 septembre. Le 15 novembre 2001, le gouvernement Jospin a obligé les fournisseurs d'accès à Internet à stocker pendant 1 an les logs. La loi sur la sécurité intérieure, la LSI du 21 janvier 2003, a rendu ce dispositif définitif. Censée prévenir les menaces d'attentats, la surveillance des internautes est aujourd'hui totalement séparée de l'existence ou non d'une menace terroriste. La surveillance d'Internet échappe désormais à toute procédure judiciaire pour se placer sous le contrôle direct de l'État. Est-ce que vous trouvez que c'est normal?
Pour nous, Adopi, pour de nombreuses raisons, est quelque chose d'extrêmement dangereux, en plus d'être coûteux pour le contribuable. Mais surtout, Adopi s'inscrit dans une logique globale que l'on voit comme une logique visant à attaquer Internet, à tenter de contrôler Internet, et qui en tout cas est profondément attentatoire à nos libertés fondamentales. C'est un petit peu le prolongement de la logique sécuritaire que l'on voit dans le discours sur les Roms, avec la vidéosurveillance généralisée et les nombreuses peurs qui sont instrumentalisées par ce gouvernement. Et donc, dans la LOPSI, donc la gigantesque loi de sécurité intérieure, je ne sais plus si c'est la 8e ou la 12e loi en quelques années seulement, on a, en plus de tout un tas de dispositions d'opportunités, on a une disposition visant à instaurer le filtrage du net, le filtrage des contenus sur le net, au prétexte de la lutte contre la pédopornographie. Alors, on va revenir sur les détails, et notamment sur pourquoi prétendre lutter contre la pédopornographie en filtrant le net est une arnaque phénoménale, mais surtout, c'est une stratégie assez élémentaire, une espèce de pied dans la porte. On nous dit « Ah, c'est pour la pédopornographie, les petites enfants ». Donc c'est un sujet qui est très émotionnel, c'est hyper dur de débattre de façon dépassionnée là-dessus, sans se faire attaquer ou traiter de tous les noms. Et donc, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'opposition et qu'on arrive à l'imposer pour la pédopornographie, pour ensuite évidemment l'étendre à d'autres domaines. Alors donc, c'est amusant, enfin amusant non, mais actuellement il y a une inversion du calendrier parlementaire. Ça devait d'abord commencer par la pédopornographie, ensuite les jeux en ligne. En réalité, on l'a mis en œuvre d'abord pour les jeux en ligne et maintenant pour la pédopornographie. C'était la loi dite de l'Argel sur la libéralisation des jeux en ligne qui l'instaurait. Et surtout, on a le président Sarkozy qui, dans ses vœux à la culture en janvier 2010, a dit devant les représentants des industries du disque et du film, l'Adopi, si ça suffit pas, on ira plus loin, et il faut pour cela expérimenter sans délai des dispositifs de filtrage. Donc le président a d'ores et déjà promis aux industries qui demandaient l'Adopi le filtrage du net pour leur croisade contre le partage. Présenter ce texte quelques jours avant les fêtes de Noël est faire un bien mauvais cadeau aux Français. Il révèle en effet une ligne politique particulièrement inquiétante et relaie un discours politique belliqueux qui utilise la figure du délinquant pour entretenir le fantasme de l'ennemi intérieur. Il prépare une société de contrôle où chacun est potentiellement coupable et l'ennemi du voisin. Je vais maintenant mettre aux voix le projet de loi pour 305 contre 187. L'Assemblée a adopté. Il y a mieux. Avez-vous entendu parler du projet INDECT? INDECT a été lancé confidentiellement le 1er janvier 2009 par l'Union européenne grâce au soutien financier de la Commission, qui a déjà investi plus de 15 millions d'euros dans une affaire qui est prévue pour s'étaler jusqu'en 2014. INDECT, ça veut dire Intelligent Information System Supporting. C'est écrit en européen. J'ai pas tout dit. Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment. Le projet européen INDECT vise à réaliser une détection automatique des menaces avérées et des comportements anormaux ou potentiellement dangereux se manifestant au sein des sites web, des forums de discussion, des serveurs de données, des échanges peer-to-peer ou même des PC individuels. Ça a prévu pour arriver en 2014, chers concitoyens. Des agents informatiques ou des programmes spécialisés seront chargés d'explorer les échanges et de signaler les risques à travers des plateformes d'échange et de mise en mémoire de données personnelles ou non. Des moteurs de recherche adéquats seront développés. Du piratage? Si j'ai un réflexe professionnel, je suis solidaire. Je pense que c'est effectivement un danger. Donc, peut-être, c'est pas sûr. Peut-être je signerai les papiers qu'on me suggère de temps en temps, l'ADAMI, la SACEM, le syndicat, les trucs. Mais peut-être aussi, je pense que c'est la grande chance, parce que ça détruit le machin. Ce machin a créé quand même c'est quand même 50 ans d'aliénation officielle.
Donc si le bousin éclate, moi, je trouve que ça peut produire un bon résultat à la fin. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre des intérêts de Monsieur Virgin? Sincèrement, je m'en tape, il crève. Qu'est-ce que il a joué avec les allumettes? Il crève. Monsieur Fnac, qu'il crève. Ça me fait vraiment sourire. Ça me fait vraiment sourire. C'est le coup de boomerang. Ce qui se passe dans les majors, c'est le boomerang. Vous savez, je cite là une étude qui a été réalisée par les universitaires, par l'université de Caroline du Nord, une étude qui porte sur 1,75 million de téléchargeurs, c'est comme ça qu'on dit, et qui finit par la conclusion suivante: il faut 5000 téléchargements pour porter préjudice à la vente d'un disque. Donc vous voyez, nous sommes très loin, très très loin de ce que disent les majors qui font porter le chapeau aux télénotes, je ne sais plus comment on les appelle, aux téléastes, ou bon, peu importe, non, aux téléchargeurs plutôt, qui les accusent de tous les maux, alors qu'en réalité, c'est le revers de la médaille, c'est l'exploitation scandaleuse et permanente de la médiocrité. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. Pour des raisons assez mystérieuses, tous les gens qui sont ici ont compris que tantôt avec la douleur et tantôt avec le rire, ce qui avait survécu pendant les siècles était l'arme la meilleure que le monde puisse trouver contre ce qui était en train de le menacer. Tels sont, mon général, les raisons qui ont guidé les femmes et les hommes qui sont devant vous. Je tenais à vous le dire en leur nom.